Enregistrement. C'est fait, tu peux y aller. Bonsoir à tous. Hop là. Je vais vous parler de la stratégie chirurgicale dans les tumeurs osseuses chez l'enfant. Je vais essayer de plus m'axer sur les particularités pédiatriques par rapport à des prises en charge, on va dire, à des choses qui sont plus consensuelles pour les tumeurs en général. À partir de là, je n'ai pas grand-chose à dire sur la biopsie parce que la biopsie chez l'enfant n'a pas grand-chose de particulier par rapport à l'adulte. Et donc, je passe directement à l'étape de résection. Résection qui, évidemment, doit se faire de manière monobloc, incluant le trajet de la biopsie et qui comporte des marges de résection, marges qui visent à inclure le degré d'imprécision que donne l'IRM, même si l'IRM aujourd'hui c'est vraiment un examen qui est extrêmement précis dans la délimitation de la tumeur et la marge d'erreur chirurgicale entre l'endroit où théoriquement on voudrait réaliser la section osseuse et l'endroit où on le fait vraiment en fonction de l'imprécision qu'on peut avoir en chirurgie. Donc, on va dans un premier temps parler des résections segmentaires, puis des résections des extrémités osseuses. Alors, les résections segmentaires, on va pouvoir le faire quand on peut garder suffisamment d'os de chaque côté de la résection osseuse. Alors, il y a des fois où on a des tumeurs de localisation diaphysaire ou au début de la métaphyse, qui sont malheureusement des éventualités relativement rares chez l'enfant. On a plutôt des tumeurs des extrémités métaphysaires et métaphyso-épiphysaires. Quand on est sur un segment diaphysaire, on peut se permettre des marges relativement larges sans que ça complique trop la reconstruction. Après, en général, aujourd'hui, avec l'amélioration de la précision de l'IRM, on passe de 3, volontiers 2 cm. On est à peu près dans cet ordre de visée de marge. Ensuite, dès qu'on va se rapprocher des extrémités, on va avoir un élément anatomique qui est particulier de l'enfant, qui est le cartilage de croissance. Et globalement, le cartilage de croissance, si on s'en approche trop, on ne va pas pouvoir le conserver. En dessous des marges de 2, parfois 1 cm, on ne pourra pas prendre le risque sur le plan carcinologique de conserver la physe. Donc, on va pouvoir quand même conserver l'épiphyse parce que le cartilage de croissance va agir comme une barrière anatomique qui va nous donner une sécurité supplémentaire. Mais c'est vrai que assez fréquemment, on est amené dans les résections segmentaires à sacrifier le cartilage de croissance et en fonction de l'os concerné et de l'âge de l'enfant, ça va avoir plus ou moins de retentissement sur la croissance globale de l'os. Et puis, dès qu'on va avoir un franchissement du cartilage de croissance, à ce moment-là, il va falloir réséquer toute l'extrémité osseuse. Alors, donc, le cartilage de croissance, ce n'est pas du tout une barrière qui est infranchissable, malgré ce qui a pu être pensé il y a quelques années. Le cartilage de croissance, ça constitue une barrière, mais qui a ses limites. On peut avoir soit un franchissement de la physe, soit parfois un décollement périosté qui va faire qu'on va de ce fait pas pouvoir, si ce décollement périosté s'étend sur l'épiphyse, conserver l'épiphyse, alors qu'on a un spongieux épiphysaire qui est tout à fait correct. Et donc, a fortiori, sur une lésion qui va se développer dans l'articulation et qui, à ce moment-là, peut nécessiter une résection extra-articulaire, une résection monobloc de l'articulation. Ce qui, évidemment, sur le plan chirurgical, devient beaucoup plus compliqué. Alors, par rapport à justement cette planification, on a fait un boulot dans le service. Alors, nous, nos tumeurs, c'est principalement
de l'ostéosarcome et du sarcome des Ewing, à peu près en moitié-moitié. Et en particulier dans les sarcomes des Ewing, on sait que c'est une tumeur qui est très inflammatoire, qui va entraîner des grosses réactions autour de la zone tumorale. Et bon, donc normalement, quand dans les étapes du traitement, il y a une chimiothérapie qui est dite néoadjuvante, qui précède le temps de chirurgie, avec une IRM qui va être au diagnostic, une IRM intermédiaire et une IRM juste avant la chirurgie. Et c'est vrai que on s'était aperçu régulièrement que sur l'IRM qui était avant la chirurgie, on avait une allure d'extension tumorale qui paraissait bien moindre. Et la question, c'était de savoir si c'était vraiment de la réduction tumorale ou c'était juste la réduction des signaux inflammatoires péritumoraux. Là, on voit sur cet exemple sur le tibia, l'IRM au diagnostic avec des lésions, des anomalies de signal qui s'étendent jusqu'au contact de la FISE. Et puis sur l'IRM pré-chirurgical, il semble y avoir quand même un espace qui est quand même relativement bien notable entre l'extrémité de la tumeur et le cartilage de croissance, et donc plus forte raison avec l'interligne articulaire. Et donc, le boulot qu'on a fait, c'était de comparer l'extension tumorale anapathe contre l'extension qui avait été délimitée sur l'IRM pré-chirurgical et sur l'IRM initial. Et donc, on s'est rendu compte que l'IRM qui semblait qui est la plus pertinente dans l'évaluation de la vraie extension tumorale, et je ne parle pas de régression parce que les anapathes sont capables de faire la différence entre les endroits où la tumeur a nécrosé et les endroits où il n'y a vraiment pas, il n'y a jamais de tumeur. Et donc, considérant l'extension tumorale maximale, dans le cadre du sarcome des Ewing, c'est l'IRM préchirurgicale qui est la plus valable. Et donc, ce qui permet du coup d'être beaucoup plus conservateur, d'étendre nos indications. Là, un exemple chez cette petite fille de 7 ans avec des anomalies de signal qui envahissaient complètement l'extrémité proximale du fémur. Et donc, sur l'IRM préchirurgicale, une épiphyse dont le signal s'est vraiment complètement normalisé, et donc une chirurgie conservatrice qui a pu être faite, ce qui, sur le plan évidemment du pronostic fonctionnel, est radicalement différent. Alors, donc, du coup, dans les reconstructions qu'on va pouvoir proposer, ces reconstructions, ça va dépendre de la résection qui est planifiée pour permettre une résection chirurgicale, une résection carcinologique de la lésion. Et les questions qui vont se poser, c'est est-ce qu'on peut garder le cartilage de croissance? Est-ce qu'on peut garder l'articulation? Pour rappel, donc les FIS fertiles, c'est celles qui sont près du genou, loin du coude. On a des lésions, des tumeurs qui sont principalement localisées sur le fémur distal et sur le tibia proximal, et donc près de cartilages de croissance qui sont particulièrement importants dans la croissance des membres. Et c'est vrai que de ce fait, la gestion de la croissance, c'est vraiment quelque chose qui est un élément important dans la tactique du traitement. Donc, la technique de reconstruction, elle va dépendre, comme on l'a dit, de la résection. Elle va avoir pour objectif d'être pérenne à long terme. On est chez des enfants qu'on va guérir, que ce soit pour les ostéosarcomes ou les sarcomes d'Ewing, dans à peu près 3/4 des cas. Et donc, c'est important que les reconstructions qu'on va pouvoir proposer puissent durer toute la vie. Alors, il faut quand même essayer aussi, d'un autre côté, de privilégier une récupération fonctionnelle rapide. Il ne faut pas oublier que c'est des enfants qui, après la chirurgie, vont de nouveau avoir de la chimiothérapie. Et s'ils sont coincés au lit, ça ne va pas être bon pour leur morale, pour leur santé en général. Et s'ils sont au fond de leur lit, dénutris, ça va nuire à la poursuite de la chimiothérapie. Donc, que ce soit sur le plan psychologique, mais également physique pour la bonne conduite du traitement, c'est important d'essayer de les remettre sur pied le plus rapidement possible, et si possible avec le moins d'appareillage, le moins d'immobilisation. Et puis, il y a un autre élément qu'on prend en compte de plus en plus, qui est la radiothérapie, et en particulier dans les sarcomes d'Ewing, où la radiothérapie est devenue la règle, c'est-à-dire que les patients
à qui on ne va pas proposer de radiothérapie, c'est devenu aujourd'hui l'exception. Et l'ostéosarcome, c'est une tumeur qui est réputée non radiosensible, pour laquelle on fait exceptionnellement de la radiothérapie. Donc, l'ostéosarcome ne pose pas trop de problèmes par rapport à ça. En revanche, la chimiothérapie de l'ostéosarcome, c'est une chimiothérapie qui vise les tumeurs qui fabriquent de l'os et qui pose probablement beaucoup de soucis sur le plan de la qualité de la consolidation des reconstructions biologiques. Alors, une fois qu'on a délimité la tumeur et qu'on a estimé qu'on avait des marges suffisantes à chaque extrémité pour pouvoir faire une résection segmentaire, pour pouvoir conserver chaque extrémité osseuse, eh ben, les deux questions qu'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on va faire pour que ça tienne et qu'est-ce qu'on va mettre à la place. Donc, pour l'ostéosynthèse, les deux ostéosynthèses principales sont le clou et la plaque. Le fixateur externe, c'est pas du tout utilisé. Et la greffe, les deux grands groupes de greffes, c'est une greffe dans le même temps, et on va le voir principalement le péroné vascularisé, ou une greffe secondaire avec la technique de la membrane induite. Alors, dans les moyens d'ostéosynthèse, chaque moyen a ses avantages et ses inconvénients. Le clou, par sa situation centromédulaire, est plus stable. En revanche, dès qu'on va avoir une extrémité osseuse qui va être plus petite, le clou il va être quand même mis en difficulté par rapport au nombre de prises dont il va pouvoir bénéficier. Et c'est vrai que la plaque, en particulier les plaques verrouillées avec de multiples possibilités de prise épiphysaire, vont être privilégiées dès qu'on va avoir un des segments épiphysaires qui va être de toute petite taille. Un autre avantage de la greffe, de la plaque, c'est que à la place la plaque elle est sur le côté et donc on peut vraiment complètement remplir la zone de greffe, là en l'occurrence avec une baguette d'allogreffe et du spongieux. Mais le désavantage de la plaque, c'est qu'elle a une tenue qui est latéralisée et du coup, il y a un effet de bras de levier qui est défavorable et qui peut amener à des ruptures de plaque. Ensuite, concernant le choix de la greffe, il y a deux questions. Est-ce qu'on met plutôt de l'os spongieux ou de l'os cortical? Et d'un autre côté, est-ce qu'on met plutôt de l'autogreffe ou de l'allogreffe? L'os spongieux va avoir une meilleure intégration, l'os cortical, une solidité immédiate. L'autogreffe va être beaucoup plus favorable à l'intégration et l'autogreffe, dès qu'on va avoir quelques centimètres à réparer, à reconstruire, devient impérative parce que les allogreffes ne vont pas se réintégrer et donc vont finir par faillir. Mais c'est vrai que les allogreffes, on peut en avoir autant qu'on veut. Et donc, on n'a pas la morbidité du site donneur et elles sont quand même largement utilisées. Donc, en pratique, on va dire l'intérêt de la greffe, de l'autogreffe corticale est relativement limité par rapport à l'allogreffe. Et d'un autre côté, la qualité du spongieux autologue est largement meilleur que le spongieux qu'on peut avoir en allogreffe. Et ce qui fait que aujourd'hui, en particulier, on va revenir sur la technique de la membrane induite, les associations les plus fréquentes sont du spongieux autologue, éventuellement avec un petit peu de tête de banque ou de cristaux d'hydroxyapatite, associé à une baguette d'allogreffe pour améliorer la tenue mécanique. Alors, dans les reconstructions, donc là, un exemple d'allogreffe isolée. Donc là, on voit l'extrémité, la jonction supérieure, la jonction inférieure. Hein, donc, on n'a pas beaucoup d'os de chaque côté. C'est vrai que dans des reconstructions aussi grandes, c'est toujours très difficile parce que on n'a pas, quand on met un péroné, il ne peut pas aller d'un bout à l'autre. Reconstruire avec autant d'os autologues, ça pose beaucoup de problèmes de stock. Et bon, dans ce cas-là, il avait été réalisé une allogreffe isolée. Alors, allogreffe qui consolide, hein, on voit que 2 ans après,
sur les jonctions, on a un aspect de consolidation qui est très, très satisfaisant, mais une allogreffe, ça reste de l'os mort. Et donc, 8 ans après, on voit que là, en fait, il y a un trait, il y a une fracture de fatigue au sein de l'allogreffe. On voit que les vis commencent à casser. Alors, étant donné l'intégration partielle de l'allogreffe, on peut parfois se permettre de faire des gestes de greffe isolée sur l'allogreffe. On a des résultats qui ne sont pas inintéressants, mais malheureusement, parfois, on est amené à devoir reprendre toute la zone de résection. Le péroné vascularisé, qui fait partie des techniques de référence chez l'enfant, hein, on voit là cette reconstruction, alors où la tumeur sur l'IRM descendait relativement bas et il n'a pas été considéré qu'on pouvait conserver l'articulation, et donc il a été réalisé une arthrodèse de cheville avec un péroné qui a bien consolidé. L'avantage de ça, c'est que une fois que c'est solide, c'est stable, et on a cet avantage de la stabilité sur le reste de la vie. Et bon, ça, c'est la technique de référence. Donc, c'est vraiment le gold standard des reconstructions chez l'enfant. C'est l'allogreffe avec à l'intérieur un péroné vascularisé. Donc, on voit une fenêtre qui a été faite de manière à faire sortir le pédicule pour pouvoir connecter le péroné sur le plan vasculaire. Là, on voit très bien le péroné qui se situe à l'intérieur de l'allogreffe, péroné qui va dépasser la jonction, qui va venir s'implanter dans le fémur du patient en haut et en bas, et ce qui est vraiment la situation idéale pour obtenir une bonne consolidation. L'objectif étant qu'il y ait un relais qui se fasse entre le péroné et l'allogreffe, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'allogreffe va possiblement faillir du fait des contraintes mécaniques qui s'exercent sur lui, et le péroné va avoir une capacité de prise de contrainte, d'épaississement, et ce qui, du coup, est un élément qui permet d'avoir une reconstruction qui soit bien stable. Et donc, bon, la technique de référence aujourd'hui dans le monde, ça reste allogreffe plus péroné. Et puis, en France, on a beaucoup développé l'utilisation de la membrane induite, donc technique initialement utilisée pour le traitement des pseudarthroses septiques de jambes, et qui a été du coup appliquée à ces reconstructions. Donc, avec les deux étapes classiques, la résection, mise en place de ciment, et puis dans un deuxième temps, l'ablation du ciment, un remplissage avec de l'os pour obtenir la consolidation. Alors, la particularité, c'est que chez ces enfants, on va retarder le geste de greffe à la période post-chimiothérapie, c'est-à-dire qu'on va faire la chirurgie de résection, mise en place le ciment, ensuite la chimiothérapie adjuvante qui en général dure environ 6 mois, et une fois que tout sera terminé, on fera le geste de greffe. L'intérêt d'agir en deux temps, bon, le désavantage évident, c'est de devoir nécessiter un deuxième geste chirurgical, mais il y a quand même de nombreux avantages. Donc, on va avoir une chirurgie de résection une chirurgie qui, au temps de la résection, va être moins longue. Et c'est à cette période où les enfants vont être particulièrement fragiles. Parce que ensuite, quand on va faire la greffe, une fois que la chimiothérapie sera terminée, les enfants ils seront en meilleur état général. On a moins de risques d'infection post-opératoire. Et c'est vrai que perdre une greffe dans l'infection, ça ne fait jamais plaisir. Et donc, le fait de retarder le geste de greffe permet probablement de réduire globalement le taux d'infection sur ces reconstructions osseuses. L'autre intérêt, c'est que la greffe ne va pas subir la chimio. Si on fait la greffe tout de suite après, sur le temps de la résection, et que comme il va y avoir la chimiothérapie après la résection, la chimiothérapie risque de nuire au processus d'intégration de la greffe. Et de la même manière, s'il y a de la radiothérapie adjuvante après le geste de greffe, cette radiothérapie elle va se faire sur les greffons et empêcher une bonne intégration. Donc de la même manière, si on fait la radiothérapie sur le ciment et qu'on greffe secondairement, ça sera beaucoup plus favorable par rapport à l'intégration de la greffe. Enfin, le ciment il va être stable tout de suite par rapport à la greffe qui va être plus fragile, et ce qui, pour la période de chimiothérapie post-opératoire, permettra habituellement une reprise d'appui, ce qui, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, est particulièrement intéressante chez ces enfants fragiles.
Là, un exemple. Le ciment, une fois retiré, est comblé avec, là en l'occurrence, c'était du sponge autologue avec un peu de tête de banque et un perronné en allogreffe. Hein. Là, on voit bien les différentes composantes de la greffe avec le spongieux qui est un petit peu, qui est le spongieux morcelé et l'allogreffe qu'on voit tout du long. Donc aujourd'hui, on essaie de privilégier des greffes avec plusieurs types d'os. Hein. Là, on voit sur cette reconstruction, on avait mis que de la greffe spongieuse, alors qui s'est globalement bien intégré, mais c'est vrai que c'est difficile d'avoir une bonne répartition de la greffe et une bonne consolidation tout du long. Et il y a très très souvent des toutes petites pertes de substance, mais qui finissent par faire que la plaque va subir trop de contraintes et va finir par casser. Donc c'est vrai que le fait, en particulier dans les reconstructions par plaque, d'associer une baguette corticale en plus du comblement spongieux, ça semble avoir un très gros intérêt en termes d'amélioration de la stabilité globale du montage. Et puis, il faut aussi réfléchir en termes de biologie. Et c'est vrai que quand on va faire des reconstructions, on va avoir tendance au départ à essayer de multiplier avoir un montage qui va être le plus solide possible, mais on va voir que ça peut avoir intérêt d'aller un peu vers une décroissance. Alors là, un sarcome Ewing du fémur proximal, une conservation épiphysaire qui a été tentée hein, avec un risque de nécrose, parce que, outre le problème des marges tumorales, là, en l'occurrence, sur une extrémité proximale de fémur, il y avait un risque d'abîmer la vascularisation. Là, on voit un trouble qui a permis de réinsérer les muscles fessiers. Et cette reconstruction qui a été faite avec, là, on voit une baguette d'allogreffe, du spongieux, cette grande plaque verrouillée et en plus une broche d'Ekmes. Donc une reconstruction globalement satisfaisante. Et on voit que à 2 ans, on avait un aspect qui était déjà très très favorable. Et puis, c'est vrai que ça donnait envie d'essayer d'alléger un peu ce montage de manière à améliorer la prise de contrainte de la zone de greffe pour améliorer son remodelage. Et donc, du coup, là, il y avait 3 vis. Bon, il y en a 2 qui sont superposées. Et donc, là, on en a laissé plus qu'une. On a modifié les vis de manière à laisser plus que des vis corticales, puis on a enlevé la broche d'Ekmes et on voit que le remodelage a continué à se faire avec là une greffe qui était encore relativement homogène. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y avait pas trop de différence entre la corticale et le spongieux, alors que là, on a un début de différenciation corticomédulaire, ce qui, on le sait, est un élément qui est, qui a priori, qui montre que l'os reprend un fonctionnement normal, et ce qui, en termes de solidité, est probablement quelque chose de très intéressant. Après, il est probable que chez cet enfant, on ne va jamais se permettre de retirer la plaque parce qu'on a trop peur du risque fracturaire que ça pourrait induire. Alors ensuite, quand on va réséquer les extrémités, on va assez rapidement aboutir à des procédés similaires à des chirurgies adultes. Alors, ce qui, en général, pose pas trop de problèmes parce que la plupart de nos patients sont des adolescents qui ont des gabarits presque adultes. Et donc, en utilisant des prothèses de petite taille, des prothèses modulaires, mais avec les composants petites, small, on peut en général avoir une taille convenable par rapport à l'os réséqué. Donc là, un exemple de prothèse modulaire, modulaire standard. Bien sûr, ces prothèses, elles posent comme problème principal les problèmes de décèlement. On est chez des sujets jeunes qui ont une longue durée de vie, qui vont être actifs. Et aujourd'hui, le problème qui se pose, ce n'est pas du tout l'usure parce qu'ils se décèlent avant. Alors, ces décèlements, ils surviennent en général une dizaine d'années après la chirurgie initiale.
donc c'est quand même relativement tôt. Alors, les prothèses sur lesquelles on a 10 ans de recul, c'était des prothèses qu'on mettait il y a 10 ans. Aujourd'hui, il y a des progrès qui sont faits avec des bagues en hydroxyapatite à la jonction, tout un tas de procédés qui visent à améliorer, diminuer les contraintes qui vont s'exercer sur la zone de fixation de la quille, les prothèses à double mobilité, les prothèses à charnière rotatoire au niveau des genoux. Mais bon, aujourd'hui, le problème qui se pose vraiment beaucoup sur ces méga prothèses, c'est le décèlement. Alors, il y a quelques équipes qui ont proposé des reconstructions d'extrémités osseuses avec des allogreffes. Le pays qui est très connu pour ça, c'est le Brésil. Ça nécessite d'avoir une banque d'allogreffes très, très performante. Ça permet probablement au moins une économie de temps par rapport à la prothèse, parce que on sait que ces allogreffes, elles ont, comme la prothèse, une durée de vie limitée, mais si ça peut permettre d'attendre un petit peu par rapport à la prothèse, ça a peut-être un intérêt. Le problème qui se pose en particulier chez l'enfant, c'est que dès qu'on va avoir des petites tailles, on ne va pas avoir des tailles équivalentes adultes. Autant en termes de prothèse, on peut un peu tricher parce que on va avoir un composant fémoral et un composant tibial qui vont se correspondre. Là, il faut qu'on ait une adéquation entre le fémur et le tibia, pour ce qui est du genou, qui soit très bonne. Et ça, c'est vrai que les banques d'os, ils n'ont pas de pièces pédiatriques, donc on est très limité par rapport à ça. La dernière technique de reconstruction qui, elle, est vraiment très particulière à la pédiatrie, c'est le transfert épiphysaire. Donc ça, c'est une technique qui donne des assez bons résultats, qui est à mettre en opposition avec la prothèse. L'avantage de cette technique étant que on va avoir, si l'enfant est suffisamment petit, un remodelage de l'extrémité proximale qui peut donner une fonction articulaire relativement bonne, et que une fois que c'est consolidé, on n'a pas de problème de tenue sur le long terme, hein, on n'a pas le problème du décèlement de la prothèse. Donc, comme on l'évoquait au départ, un des problèmes importants à gérer chez l'enfant, ça va être le problème de l'inégalité de longueur. Donc, très souvent, on est amené à réséquer des cartilages de croissance, donc avec ou sans l'épiphyse. Et dans les cas où on doit, en particulier au niveau des genoux, où on est chez des ados qui sont relativement proches de la fin de la croissance, le procédé qui est largement le plus utilisé, c'est l'épisiodes contralatérale. Ça, après, les techniques sont assez diverses en fonction des équipes. Nous, on privilégie quand même beaucoup l'épisiodes parvis, qui présente le gros avantage de se faire en percutané, contrairement à l'épisiodes percutané où on gratte le cartilage de croissance, on n'a aucun problème d'hématome, les patients ils sont rapidement debout, on a une efficacité de l'épisiodes qui est immédiate, alors que dans les épisiodes, on gratte le cartilage de croissance, il faut qu'il y ait le temps de constitution d'un pont osseux pour que l'épisiodes soit efficace. Donc c'est vraiment aujourd'hui notre technique de choix dans les épisiodes, et c'est un geste qu'on réalise en même temps que le geste de résection, de manière à symétriser le dysfonctionnement. C'est-à-dire que si on a dû enlever le cartilage de croissance pour une résection segmentaire du fémur, ou l'extrémité complète du fémur avec une reconstruction par prothèse, dans le même temps, on va épisiodeser le cartilage de croissance homologue contralatéral, de manière à ce que les autres cartilages de croissance fonctionnent, mais on symétrise le dysfonctionnement. Alors, ce qui pose pas de problème chez des enfants chez qui ces cartilages de croissance, ils ont encore 2-3 cm à fournir, parce que on considère qu'en termes de perte de taille globale, ça pose pas trop de problème, et que ça résout très très facilement ce problème. Et puis, donc ça, c'est un autre exemple d'épisiodes. Hein. Là, on voit que c'était une radio avec une cale sous le pied, une cale de 3,5 cm, le décalage au niveau des genoux, et on voit qu'on a fait une épisiodes, là, en l'occurrence, avec des plaques en 8. Et on voit que le fémur droit a petit à petit rattrapé le fémur gauche. On a petit à petit diminué l'inégalité de longueur. Et ce qui, du coup, permet de se débarrasser petit à petit
des compensations. Alors, les allongements, ils sont de deux types. Alors, dans le cadre de reconstruction de résection segmentaire, il y a des fois où on peut se permettre d'allonger l'os reconstruit. Là, on voit cette petite. Alors, on se permet vraiment ça dans des cas très particuliers. Là, une petite chez qui on a fait une résection, donc elle avait 4 ans. Donc, plus les enfants sont petits, plus on peut espérer une bonne qualité d'intégration de la greffe, un bon remodelage. Là, on voit, comme j'évoquais tout à l'heure, une bonne différenciation corticomédulaire, ce qui témoigne d'une bonne reprise de la physiologie osseuse. Et chez cette jeune fille, on a fait un allongement sur fixateur externe. On a laissé la tige qui a joué comme un guide par rapport à l'allongement, avec un calotasis, une reconstruction osseuse. Et puis en fin d'allongement, c'était quand même un petit peu léger pour laisser le fixateur externe. On a quand même mis un clou centromédulaire sans avoir à faire d'apport osseux. Et on voit qu'au final, le calotasis a pu la greffe, enfin le calotasis s'est renforcé et on n'a pas eu besoin de faire d'apport osseux. On peut bien sûr proposer des clous motorisés, donc soit sur l'os sur lequel on a fait la résection, mais ce qui est plus difficile parce que mettre en place le clou sur une zone de greffe, c'est un peu plus compliqué. C'est pas impossible, hein. Franck Cablet on a récemment fait un cas, mais on peut proposer un geste d'allongement sur l'autre os, hein. Sur une résection de fémur, on peut allonger le tibia, alors ce qui va induire une différence de taille, une différence de hauteur des genoux. On considère que tant qu'on a une différence de hauteur de moins de 5 cm, ce n'est pas perceptible ni par le patient ni par l'entourage. Et puis, on peut, quand on a reconstruit par une prothèse, on a des prothèses de croissance. Là, on voit cette prothèse qui a été mise en place avec un système de distracteur. Donc, le système d'allongement se fait via un mini-aimant, c'est un peu comme un petit IRM, dans lequel on met la jambe. Donc, le patient, il revient autant que nécessaire pour allonger la prothèse. C'est des prothèses qui ont un réservoir d'allongement de 7 cm, et donc ce qui permet chez des enfants chez qui on met des prothèses alors qu'il y a encore une croissance potentielle du fémur distal importante, d'avoir une harmonie du corps qui soit encore relativement préservée. Et alors, sachant que on peut bien sûr cumuler les deux principes, c'est-à-dire qu'on peut proposer des prothèses d'allongement, et si la prothèse arrive en limite d'allongement, si on n'a plus de réserve d'allongement, on peut, dans ce cas-là, à ce moment-là, proposer une épisiotomise contralatérale pour avoir le moins d'inégalité de longueur possible. Dans les choses qu'on utilise de plus en plus également, les guides de coupe, qui ont beaucoup amélioré la précision de nos résections, en particulier sur des résections un peu complexes comme sur le bassin. Là, je vous montre un exemple de ce qu'on peut proposer de plus sexy. Là, un ewing relativement superficiel du tibia proximal avec une petite skip. Là, c'était vraiment une lésion qui fixait sur le PET scan, qui était vraiment au contact de l'articulation. Donc, on a prévu donc une résection qui emportait jusqu'à cette lésion au contact, qui était proche de l'interligne, avec une résection qui emportait un tout petit peu de l'interligne articulaire, mais vraiment de manière très très limitée. Donc on voit la tumeur modélisée en rouge et la coupe modélisée en kaki. Le guide de coupe correspondant, et on a bossé avec des Belges qui ont une banque d'os qui est vraiment de très bonne qualité. Ils nous fournissent des allogreffes avec des insertions tendineuses, qui a permis du coup de réinsérer tout le plan ligamentaire sur l'épiphyse. Là, on voit avec l'allogreffe, la plaque qui vient en console pour maintenir l'allogreffe, le ménisque médial qui vient reposer sur l'allogreffe. Donc, on n'a pas de contact entre
le fémur et l'allogreffe directement, et donc la réinsertion de tout plan médial sur l'allogreffe, avec évidemment un résultat fonctionnel qui est très, très satisfaisant. Et je vous remercie de votre attention et je suis bien sûr à disposition pour vos questions. J'avais oublié de brancher mon micro. Donc, je recommence. Je t'ai félicité dans un premier temps, tout seul, mais je pensais ce que je disais, sur cette excellente communication. Et je disais que tu n'avais pas fait le sujet les tumeurs chez l'enfant, qui était très large. Tu as fait plutôt résection, reconstruction des tumeurs malignes chez l'enfant, ce qui est un sujet déjà beaucoup plus spécialisé et qui nous a permis de voir de très beaux cas et de très belles idées de reconstruction. Et d'ailleurs, je regrette que les chirurgiens adultes qui s'occupent des tumeurs n'aient pas pu se brancher aujourd'hui. Je les inciterai à voir le film parce que c'est vraiment très intéressant. Bon, moi, j'ai peut-être quelques petites questions. Tu m'entends là? Vous m'entendez? Ouais, très bien. Après, il y a quand même une limite, c'est que chez l'enfant, on peut se permettre des reconstructions osseuses du fait du potentiel d'intégration et choses qui, quand on doit réséquer 20-30 cm de fémur, déjà, ça pose beaucoup, beaucoup de problèmes chez les enfants. Chez l'adulte, c'est Oui, mais il y a quand même vraiment illusoire d'arriver à avoir une reconstruction biologique sur des telles l'allogreffe renforcée par une autogreffe de péroné. C'est quelque chose qu'on ne voit pas trop chez l'adulte. Enfin, il y a quelques idées très intéressantes. Moi, j'ai une première question. Tu nous as dit qu'on pouvait résumer les tumeurs malignes chez l'enfant en ostéosarcome et Ewing. On peut retenir ça, c'est-à-dire si à l'examen du DEX, on a une tumeur manifestement maligne chez l'enfant, c'est l'un ou l'autre. Ouais. Il n'y a pas de chondrosarcome, par exemple, c'est trop jeune. Il y a, il y a, il y a, enfin, il y a des case reports de chondrosarcome, hein, mais le chondrosarcome, c'est une tumeur de l'adulte. C'est-à-dire que nous, en pédiatrie, quand on a même des chondromes ou des ostéochondromes, même qui augmentent de taille, même des ostéochondromes qui sont un peu moches, on est quand même assez à l'aise sur le fait qu'il n'y ait pas ce ne soit pas un chondrome sarcome sous-jacent. Donc non, les tumeurs osseuses de l'enfant, c'est vraiment, en tout cas, les primitifs, ce qu'il faut retenir, c'est l'ostéosarcome et le sarcome d'Ewing. Et après, quand on a des lésions osseuses, alors qui sont malignes, il faut vraiment penser aux leucémies qui peuvent donner des localisations osseuses. Donc, notion importante pour le desk parce que ça simplifie le problème. Tu nous as dit qu'il valait mieux se fier à l'IRM après chimiothérapie dans les wings parce que ça permettait de mieux voir les marges de résection et surtout moins importantes. Ça marche aussi pour l'ostéosarcome ou ça marche que pour les wings? Alors, on a fait l'étude que pour les wings parce que c'est la tumeur pour lequel c'était le plus intéressant parce que il y a toujours un halo inflammatoire autour de la tumeur, mais qui est moins important dans l'ostéosarcome que pour le sarcome des wings. Et cette problématique à laquelle on était confronté de conservation, de conservation épiphysaire, ça se pose essentiellement dans les sarcomes des wings. Donc, moi, je ne peux pas dire aujourd'hui qu'on se base, qu'on peut se baser que sur l'IRM préchirurgical pour l'ostéosarcome parce qu'on ne l'a pas prouvé. On a un peu ce sentiment. Après, je pense qu'il ne faut pas dire qu'on se base que sur l'un ou sur l'autre. Quand on fait de la planification, il faut vraiment. Moi, ce que je fais, c'est que je planifie je regarde toutes les imageries initiales, intermédiaires et préchirurgicales parce que on a parfois des examens qui sont de différentes qualités avec des radiologues qui vont choisir des séquences un petit peu différentes malgré le fait qu'on essaie de standardiser les protocoles. Et on a parfois, par rapport à ce qu'il disait qu'il fallait se baser sur l'IRM initial, parfois on a des poussées tumorales sous chimiothérapie.
Et donc, parfois, il faut, à part ce problème de la réduction de l'inflammation qu'on a dans les sarcomes des wings, il y a évidemment ce problème de la poussée tumorale, alors qui n'est pas forcément évidente. Donc, il faut vraiment, à mon avis, pas se dire c'est l'un ou l'autre, c'est se baser sur toute l'imagerie disponible, donc ça nécessite de prendre un peu plus de temps pour ça. Mais le message, c'est que la régression des anomalies de signal dans les wings, eh ben, la plupart du temps, c'est de la réduction de l'inflammation et c'est pas de l'efficacité de la chimiothérapie, c'est pas des zones de nécrose qui se normalisent. C'est important parce que ça rassure quand même. Ensuite, tu nous as montré des allogreffes avec la difficulté, c'est que l'enfant est petit, il faut trouver de la greffe, donc vous lui enlevez pas mal de spongieux souvent. Nous, on a peut-être une idée pour ça. C'est-à-dire qu'avec les têtes fémorales de nos malades, nous faisons des allogreffes spongieuses qui sont préparées en Belgique également, à Louvain, l'équipe du professeur Cornu, qui nous les transforme en granulés d'allogreffes ou alors en coins qui nous permettent de faire des ostéotomies. Et ces allogreffes d'os spongieux, on les mélange avec de la moelle concentrée du patient, c'est-à-dire qu'on prend 60 cc de moelle que l'on concentre en 6 cc des cellules progénitrices et on les remélange avec cet allogreffe. Et du coup, ça nous fait une autogreffe fabriquée, boostée et qui peut être très efficace et qui pourrait vous permettre d'obtenir plus de spongieux. Ces fragments osseux sont à votre disposition. Ils sont au bloc opératoire, mais il suffit de nous en demander et nous pouvons vous les fournir. Ça me paraît une idée qu'on peut vous apporter. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est très, très intéressant. Et là, tu peux en avoir alors, autant que tu veux. C'est autant qu'on en a, mais il y a quand même une bonne quantité. Et puis, si vraiment vous en utilisez, on augmentera la quantité parce qu'on le fait à partir des têtes fémorales qui, elles, sont assez nombreuses. Il y a des fois où on utilise beaucoup, beaucoup de spongieux, hein. Il y a des fois où on fait un RIA de l'autre côté, les deux crêtes postérieures. Il y a des fois, c'est assez violent, hein, Oui, surtout que le coin qui nous sert aux ostéotomies fait quand même 4 cm et peut permettre d'avoir une certaine résistance mécanique aussi. Puisque vous faites une sorte de masquelé, là, c'est donc quand même intéressant dans un masquelé de ne pas mettre que de l'autogreffe de l'enfant et pas des biomatériaux qui ne marchent pas très bien. ouais. Donc ça, on en reparle quand tu veux, je te montrerai à quoi ça ressemble et je pense qu'on peut vous apporter quelque chose. Le masquelé est aussi intéressant parce qu'en créant une membrane d'induction, ça contient des protéines inductrices et ça va permettre une meilleure intégration de la greffe qui n'a pas reçu de rayon. Ça, franchement, l'idée de le faire en 2 temps me paraît très bonne. Après, moi, le truc des sécrétions Je ne des crois pas trop. protéines par la membrane, je suis pas hyper. J'y crois pas trop. Après, je suis convaincu de l'intérêt de la technique de la membrane induite. Pour moi, les deux intérêts principaux, c'est que ça va protéger la greffe de l'environnement par rapport au fait que sinon elle va être résorbée. Et surtout, un des très très gros avantages, c'est que ça va agir comme un contenant. Parce que quand on doit mettre du spongieux un petit peu partout, et ensuite, quand le patient va se mobiliser, la greffe elle va partir dans tous les sens. Et le fait d'avoir justement ce contenant que va constituer la membrane qu'on va essayer de bien refermer en l'attendant au possible pour qu'elle elle contienne la greffe, ça limite les mouvements de la greffe et de manière à essayer d'avoir une répartition de la greffe qui soit la meilleure possible. Et il y a un autre élément qui va dans ce sens, c'est que quand on va mettre, nous, l'espaceur en ciment, il faut vraiment le sous-tailler. L'objectif, c'est pas d'avoir un greffon qui va être une zone de greffe qui va être la plus grosse possible parce que ensuite on va avoir des difficultés à la remplir et du coup on va avoir ce problème de répartition de la greffe. Donc moi je conseille toujours de sous-tailler légèrement le fourreau de ciment par rapport à l'os qu'on résecte parce que ça va ensuite, quand on va faire la greffe, faciliter les choses. Et ma dernière question, après je laisse tous les autres poser toutes les questions qu'ils veulent. Ce qui m'étonne, c'est que vous repreniez un enfant à 7 ou 8 ans qui a une inégalité de longueur pour lui redonner une égalité. Mais ensuite, avec la croissance, l'inégalité va se poursuivre. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux attendre qu'il soit adulte pour l'équilibrer? Après, ça dépend du pronostic d'inégalité de longueur. Mais si.
on va dire que si un enfant qui a un pronostic d'inégalité de longueur de 15-20 cm, eh ben, il va falloir l'allonger plusieurs fois. Donc, on va pouvoir faire un allongement au niveau du fémur, un allongement au niveau du tibia. Et ça, on ne va pas pouvoir faire tout en même temps. Donc, Voilà. en général, le premier allongement, on commence à le faire quand l'appareillage commence à poser problème. Parce que c'est vrai qu'un enfant qui commence à avoir 4-5 cm de différence de longueur, au quotidien, ça va être un peu difficile à gérer. Et donc, c'est là où on va se poser la question de proposer un premier allongement plutôt que de vouloir tout faire à la fin. Parce qu'en un allongement, on peut gagner assez facilement 5-6 cm, parfois 7-8, mais guère plus. Après, on augmente les risques de complications. Donc c'est vrai que dans les inégalités de longueur où on prévoit plusieurs allongements, et en particulier chez les enfants qui commencent à être gênés fonctionnellement, on n'a pas intérêt à attendre. Alors maintenant, le débat est ouvert. Vous savez, pour poser une question, il suffit donc d'ouvrir votre micro et de parler. Je vous écoute. Et nous vous écoutons. Ce n'est pas moi qui vais donner les réponses. Bonjour, moi j'aurais une question sur la prise en charge des infections des prothèses massives, parce qu'à Rouen, on s'est rendu compte que nos infectiologues avaient la même prise en charge que chez les adultes, c'est-à-dire dépose de matériel. Sauf que sur du matériel qui coûte 50 000 euros qu'on s'est fait sur mesure, on s'est rendu compte qu'en ne suivant pas les recommandations, en ne déposant pas le matériel, en faisant des lavages et puis finalement poursuivre les antibiothérapies de manière adaptée, on arrivait à conserver le matériel et à traiter l'infection. Et je ne sais pas comment ça se passe à Toulouse. Est-ce que c'est la même expérience? Ces infections, elles surviennent quand même en général relativement précocement. Hein, en particulier, le classique, c'est sur les prothèses de résection tibiale. Hein. On a une prothèse qui est quand même pas très loin de la peau. On a une peau qui peut plus facilement poser des problèmes cicatriciels. Donc, c'est vrai que les prothèses de résection tibiale, dans la littérature, on est à un bon 15% d'infection quand même. Hein. Et c'est ce qui a fait toute la réflexion par rapport aux prothèses en argent que certains chirurgiens mettent en systématique pour les prothèses tibiales. Ces infections, elles surviennent assez précocement. Donc, c'est vrai qu'à partir de là, il paraît assez logique de tenter un lavage. C'est-à-dire que quand on est dans des délais de 1 mois et demi, par rapport à la constitution du biofilm, on est encore dans des délais où la conservation de la prothèse paraît encore possible. Et c'est vrai que le fait outre le problème économique, le fait de pouvoir proposer un geste plus simple, ça a aussi un intérêt parce que c'est des enfants qui, derrière, doivent attaquer la chimiothérapie qui est importante par rapport à leur pronostic vital. Alors, bien évidemment, hein, il ne s'agit pas de prendre de risques par rapport au traitement de l'infection parce que si c'est le cas, de toute façon, on n'aura rien gagné et par rapport à la poursuite de la chimio, ça n'ira pas de toute façon. Mais moi, dans mon expérience, c'est vrai que quand ces infections elles surviennent, ça survient précocement et la conservation de la prothèse est en grande partie possible. Alors après, c'est des prothèses modulaires, donc on peut, la plupart du temps, changer tous les composants. On a des outils pour désadapter les pièces et pour conserver quasiment que les quilles. Alors, quand on a mis une prothèse de croissance qui vaut 30 000 balles, c'est vrai que ça fait un peu plus mal au cœur. Mais on peut au moins changer tous les inserts mobiles et même les composants épiphysaires, la zone l'implant de résection. Il y a quand même pas mal de choses qu'on peut changer et ce qui va aussi faciliter le geste de nettoyage parce que une fois qu'on a enlevé toute cette prothèse qui encombrait le site opératoire, la résection des tissus infectés, c'est aussi bien facilité. Mais par rapport à la réflexion économique, je pense que dans l'idée de la conservation de la prothèse, et en particulier des zones de scellement, c'est logique parce que c'est au bénéfice de l'enfant. Après, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut changer pour limiter les risques de récidive d'infection. Merci. D'autres questions? Allez, lancez-vous.
Oui, je peux poser une question? Bien sûr. Toutes mes félicitations pour ces cas fantastiques de Thénal au moine. J'ai une petite question sur la tubulisation des greffes, des autogreffes. Est-ce que vous voyez systématiquement les tubulisations systématiques des greffes dans les os longs? J'ai pas compris. Quand vous mettez une autogreffe, elle est homogène. Et Oui. puis, est-ce que vous voyez que cette autogreffe, elle se tubulise automatiquement après une année ou deux, donc ça devient un os tubulaire de nouveau. Cortical. C'est l'adaptation de l'os à la contrainte. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça devient de nouveau un tube ou est-ce que ça reste homogène, l'autogreffe? Ah non, 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 ouais. Bah, forcément, quand on va la mettre, bah, même si on essaie de la répartir au mieux, eh ben, il y a des zones qui vont pas bien prendre les contraintes et qui vont disparaître. Et c'est uniquement les zones contraintes qui vont persister. Et ce qui va tendre à ce que l'os va récupérer va tendre à récupérer sa forme normale. Oui, parce qu'on a vu des images où il y avait une corticalisation et une Ouais. médullaire qui persistait. Ça avait l'air de redevenir un os Voilà. qui ressemble à un os. Après, bah, alors ça, c'est vraiment, c'est une cuisine, hein. Au départ, il faut quand même avoir quelque chose qui soit vraiment très, très solide parce que sinon, on est assez rapidement amené à du bris de matériel. On sait que l'intégration de ces greffes est super longue. Dès qu'on est à plus de 20 cm, on a quand même très, très souvent des fractures de matériel. Mais voilà, derrière, une fois qu'on est à 2, 3 ans et qu'on a un aspect qui commence à être favorable, il y a quand même un intérêt à essayer de diminuer justement toute cette ostésynthèse pour améliorer la contrainte qui s'exerce sur l'os de manière, bah, ce qui tend sur le plan de la sensation osseuse du patient, que bah, alors, s'il y a le moindre souci dans le futur, bah, plus on aura un os de meilleure qualité, bah, moins on risque de se trouver dans le souci. Donc c'est vrai que bah, on a cette réflexion de décroissance de la synthèse. Mais bon, on peut pas, il ne s'agit pas de retirer les plaques et les vis, mais au moins les vis de verrouillage autant que possible. Oui. Tu as vu que les plaques se rompaient toujours sur un trou de vis qui n'est pas occupé. Vous devriez peut-être vous faire des plaques sans trou de vis, des plaques de pontage. Ce ne serait pas une mauvaise idée, mais je ne sais pas si c'est facile à faire. Bah, c'est facile à faire. Après, l'avantage de pouvoir utiliser du matériel standard, bah, c'est que on peut pallier à tous les imprévus péropératoires, que c'est à moindre coût. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait de temps en temps des plaques sur mesure, mais quand on n'a pas d'équivalent dans le matériel standard. D'autres questions? Allez, lancez-vous, c'est sympathique les questions. Non? Personne n'a de questions? Vous n'avez aucun regret? Tout était clair? Vous confieriez votre enfant s'il a un problème? Bon, mais écoute, je ne vois plus de questions. Tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est pour moi. Eh bien, merci, parce que c'était vraiment très, très bien, très clair. Je vais le... Donc, c'est filmé, on va le mettre en ligne. Et ça pourra être vu, revu, et conseillez-le à tous ceux qui ne l'ont pas vu. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir.